On peut se demander est-ce que tout cela n'était pas prévisible. C'est là on peut se demander est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer un disque depuis 20 ans. N'a-t-on pas fermé les yeux, Charlotte Dornelas, pendant toutes ces années sur ce qu'on appelle le mal-être des banlieues? Comment analyser ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux émeutes de 2005? Pourquoi près de 20 ans plus tard, on se retrouve à poser les mêmes questions? L'état des quartiers, la police, l'inclusion, l'intégration, c'est le même disque? Oui, c'est clairement une histoire sans fin. Et je vais me focaliser aujourd'hui sur le rapport, sur la question de la sécurité et du lien avec la sécurité qui, en fait, dépasse la question de la sécurité puisque les policiers ne sont plus que les derniers représentants de l'État. Et donc, c'est bien l'État et la France qui est visé à travers eux, finalement, dans ces quartiers-là. Je me focalise là-dessus en particulier parce que, faut-il le préciser, il y a de nombreuses villes, de nombreuses campagnes, de nombreux petits villages dans ce pays qui souffrent considérablement sur le terrain économique, qui souffrent considérablement de l'abandon, du recul des services publics. On en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes. Or, on ne retrouve pas ce même modèle d'émeute à répétition et d'appel à l'émeute et de collectivisme, on va dire, de l'émeute. Donc, je me focalise vraiment sur cette question. Il y a évidemment 1000 questions qui se posent sur les banlieues et sur la question politique. Là, c'est celle-ci qui nous intéresse, évidemment, dans les circonstances. Quand je dis c'est une histoire sans fin, c'est que l'histoire de ces émeutes se répète. On a souvent exactement le même phénomène, un prétexte qui implique un policier, d'une manière ou d'une autre, l'embrasement qui est immédiat, et ensuite des réactions politiques qui sont soit encourageantes, et elles sont de plus en plus nombreuses. Les réactions encourageantes, en 2005, dans la classe politique, on était juste craintifs. Personne n'encourageait les émeutes. Donc elles sont soit matinées d'encouragement, soit de crainte carrément. Et les deux se recoupent finalement, parce que quand vous avez peur ou quand vous encouragez, vous finissez par tenir le même discours. C'est un peu ce dont on parlait hier, et c'est ce qu'il y a de très inquiétant. Et il y a 3 temps dans les réactions qui sont à peu près toujours les mêmes. La première chose, c'est que immédiatement, vous lâchez en pâture le policier, et donc les policiers, en dépit de toutes les règles que l'on s'impose dans le débat public, d'habitude. Il n'est plus question, même dans la bouche des avocats en plateau de télévision, de présomption d'innocence. Ça n'existe plus. Ça n'est plus. On se dit, oui, mais là, c'est pas le sujet. Là, vraiment, c'est pas le sujet. Bon. Il n'y a pas d'attente des circonstances. Le procureur a parlé aujourd'hui, ça n'existe pas. Il a expliqué quand même tout ce qui s'était passé avant cette scène-là. C'est évidemment important pour la justice. C'est important précisément pour comprendre ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on a le fin mot de l'histoire. Ça ne veut pas dire que la justice condamnera ou ne condamnera pas. Simplement, ça aide à la compréhension. Si on veut se pencher sur l'histoire, c'est évidemment pas ce que les émeutiers veulent. Et on n'a plus de séparation des pouvoirs puisque le président de la République lui-même clôt l'enquête avant même qu'elle existe. Donc l'enquête ne sert à rien et politiquement, on voit bien que la première chose, c'est de montrer sa désapprobation sur la police. Ça a l'air rentable politiquement. Ça a l'air d'être un moyen d'acheter la paix sociale. Probablement que le résultat est sous nos yeux. Ça ne fonctionne pas. Au minimum. Parenthèse, ce matin, la Première ministre avait déjà annoncé la possible mise en examen du policier. Non mais c'est ça, là vraiment, on n'a plus du tout les mêmes règles que d'habitude dans le débat public. Et c'est systématiquement le cas. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui, déjà à l'époque, soutenait François Hollande, qui allait au chevet de Théo, c'était exactement la même histoire. Il y avait des émeutes également et l'enquête était encore en cours. C'est l'affaire Traoré qui dure depuis des années avec une exposition d'Assa Traoré et de son seul discours sur cette affaire qui est exactement pareil. C'est l'affaire avec Zied et Bouna. Je prends toutes ces affaires-là. Pourquoi ? Parce que dans ces affaires, la justice passe. Elle met du temps et ça n'intéresse plus personne. Donc personne ne cherche à savoir ce qu'il se passe réellement, quelles sont les conditions aussi de l'exercice à la fois du métier et également du rapport avec les personnes dans ces banlieues-là. Je veux dire, c'est pas ça qui intéresse. Il faut un prétexte et c'est la seule chose qui compte. Et on comprend bien que les policiers, de manière générale, et là je m'éloigne de cette affaire en particulier, sont finalement une variable d'ajustement de la paix sociale dans ces quartiers-là. Pourquoi ? Parce qu'au même moment où vous avez un discours qui n'est jamais le même quand ce sont des policiers ou d'autres personnes qui sont impliquées dans ces affaires, à l'inverse, ce sont également aux policiers que l'on demande d'assumer tous les enjeux politiques qui ne sont pas réglés. On vient de parler de toutes les colères qui politiquement ne sont pas traitées. Quand on n'a pas des réponses directes, on les transforme immédiatement en question de maintien de l'ordre. Donc les policiers, à la fois, on les lâche et en même temps, on ne compte plus que sur eux.
Donc c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. À la fin, ce sont quand même les mêmes. Ce sont quand même les mêmes, et on le sait que évidemment, eux, ils regardent ça avec de plus en plus dubitatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez réellement de nous ? Qu'est-ce que vous attendez réellement de nous ? Parce que par ailleurs, il y a un nombre de policiers incalculable qui est blessé dans des refus d'obtempérer. Ça n'intéresse personne non plus. Ça n'est pas un sujet qui est traité de la même manière. Et dans les banlieues que l'on sait plus criminogènes que d'autres territoires en France, et là pour le coup c'est un fait, on constate une croissance de l'impunité qui est liée justement à ce discours politique qui n'est vraiment pas clair et qui s'adapte en permanence à la crainte de la situation. On demande aux policiers de ne pas provoquer par leur seule présence. Donc on renonce même à assumer la présence de la police parce que ce serait déjà une provocation. Vous imaginez le retournement dans l'esprit. En même temps, à chaque fois qu'il y a un drame qui n'implique pas un policier, on se demande ce que la police fait. C'est une question qui revient en permanence. Mais que fait la police ? C'est-à-dire une voiture qui, après un refus d'obtempérer, continue sa course et renverse une grand-mère, on se demande ce qu'elle fait. Donc il faut clarifier. On peut changer les règles, on peut changer les règles d'intervention. Il faut le clarifier, le politique doit le clarifier, c'est son rôle, et donc l'assumer derrière. Ensuite, la réponse pénale, on le sait, pour diverses raisons, ne suit pas l'action policière correctement. Ensuite, les policiers sont malgré tout un des derniers services publics qui restent dans ces banlieues. On dit en permanence, ce sont des zones de non-droit et seule la police rentre. Les pompiers n'arrivent plus à rentrer sans la police, les médecins n'y vont plus, les professeurs exercent leur droit de retrait. Donc, en effet, la police, qui est quand même un service public de répression, évidemment, est la dernière présence qui arrive dans ces circonstances. Donc quand l'État est visé, c'est évidemment la police qui prend. Donc on comprend qu'à ce moment-là, si vous n'attendez pas la condamnation pour condamner en effet le policier, mais que simplement la crainte de l'émeute vous fait clore l'enquête avant qu'elle existe, eh bien on comprend très bien que c'est une faiblesse inouïe qui est exposée. C'est évidemment une faiblesse puisque le président de la République ne commente aucune autre affaire, et même dans des affaires absolument sordides qu'on a vues extrêmement récemment, Emmanuel Macron, appelé à se prononcer, a répondu que l'enquête était en cours, systématiquement. Ce sont les seules fois où le président de la République ne fait pas cette réponse-là. C'est la preuve d'une immense faiblesse, me semble-t-il. Je vous taquine un peu, mais est-ce que c'est pas compréhensible de vouloir acheter la paix sociale, justement, en allant dans ce sens-là? Et le problème, c'est qu'on achète la paix sociale, c'est exactement la question de la réaction. Est-ce que l'état d'urgence est nécessaire là aujourd'hui ? Oui, évidemment. C'est-à-dire que est-ce que le couvre-feu semble être une bonne idée ? Oui, évidemment, étant donné les émeutes. Encore faut-il avoir les moyens de le faire respecter. Ça, c'est l'autre chose. Mais la question, vouloir acheter la paix dans un moment d'émeute, évidemment que c'est légitime. Simplement, ce qui serait bien, c'est qu'on l'achète sur le long terme. Ce qui serait bien, c'est que la France ne paye pas en permanence le prix de l'incurie politique dans les moments qui ne sont pas des moments d'émeute permanente, mais qui sont des moments larvés d'émeute quand même. Alors justement, l'état d'urgence, beaucoup ont appelé à mettre en place l'état d'urgence pour en mettre un terme à ces violences. Qu'en pensez-vous ? Mais le problème, c'est que l'état d'urgence, c'est-à-dire pas les moyens de l'état d'urgence, mais un état d'urgence, il est devenu permanent. On ne va pas reciter tous les soirs le témoignage d'appel à l'aide, d'appel au secours des habitants de ces quartiers qui, depuis des années, témoignent, crient dans le désert, mais réellement. Donc l'état d'urgence dans la vie de ces personnes, il est quotidien et depuis de longues années. Donc en effet, est-ce qu'il faut déclencher l'état d'urgence devant la situation ? Ça, c'est à l'appréciation des professionnels et je les laisserai faire. Simplement, il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'émeute, ce soit le moyen d'augmenter un peu plus la répression de tous, sans jamais réussir à cibler correctement les personnes qui mettent en danger le pays. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on mette le pays entier sous surveillance, qu'on confine tout le monde, qu'on mette je viens de dire le mot, le soir, là, des couvre-feux, merci, pour toute la population. Mais résultat, on sait très bien comment ça fonctionne. Les gens qui sont normalement ciblés par ces mesures-là ne les respectent jamais. Donc il ne faut pas augmenter le taux de répression pour tout le monde et échapper et laisser s'échapper de cette répression générale les personnes que l'on prétend viser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que l'état d'urgence appartient à une situation d'urgence extrême, comme on en voit depuis 2 nuits. Mais l'état d'urgence permanent dans ces banlieues-là, lui, il appelle un traitement de fond. Et j'ai l'impression, franchement, qu'on traite quotidiennement
des informations lunaires sur ce terrain-là sans jamais les lier les unes aux autres. J'ai fait une petite liste tout simplement, mais parce que là, depuis 2 jours, on nous dit ça nous rappelle 2005. Enfin, pardon, entre 2005 et hier, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas depuis 2005, c'est pas tout est revenu dans le calme, et là, tout à coup, ça revient. On traite quoi? Il y a les émeutes de 2005, d'accord. Qui se souvient de celle de 2020, en plein confinement, au mois d'avril, parce qu'un jeune déjà avait été renversé sur son scooter, il avait refus d'obtempérer également, il avait été blessé, il s'était cassé la jambe, je crois. Émeute pendant le confinement, pendant que le reste de la France entière était confinée. On a les policiers brûlés dans une voiture, policiers chargés de surveiller une caméra de surveillance. Je ne sais pas si on a bien analysé cette information. Les noms des policiers qui circulent, qui sont affichés sur les murs, les noms de leurs familles qui sont affichés dans les halls d'immeubles, les fonctionnaires qui ne veulent plus aller dans les quartiers, les affrontements de Dijon. On n'a pas bien pris le recul. Les affrontements de Dijon entre la communauté tchétchène et la communauté maghrébine qui se règlent par l'imam de la ville qui est obligé de venir et qui ramène le calme. Est-ce que tout le monde comprend bien ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne suis pas sûre non plus. Le taux de délinquance qui ne cesse d'augmenter, le trafic de drogue évidemment qui se répand avec là une violence qui apparemment n'intéresse personne parce que la peine de mort non pas Louis Boyard. Alors là par contre c'est officiel et c'est c'est un mode d'emploi, c'est un mode de gouvernement. Dans le trafic de drogue, la peine de mort. Les guet-apens pour les pompiers, les guet-apens pour les médecins, les guet-apens pour les policiers qui sont, eux, quotidiens. On n'attend pas les scènes d'émeute. Comme on voit là, les refus d'obtempérer, évidemment, les policiers n'ont plus aucune autorité devant des jeunes de plus en plus jeunes. Et les témoignages incessants de ces habitants, la guerre des territoires, la guerre des bandes et le concours de qui brûlera le plus d'écoles dans la semaine, on n'a pas attendu récemment. Or, nous avons quoi? À chaque fois, des profils archi connus, des casiers en général longs comme le bras, des parcours délinquants ultra complets. Et dans ce parcours-là, aucune butée claire. Et pourtant, et c'est ce qu'on souligne moins, dans ces mêmes quartiers, vous avez des gens au parcours absolument exemplaire. Alors, c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence? C'est évidemment une question d'éducation, c'est une question de rapport au pays, c'est une question de rapport à l'autorité, c'est une question de modèle. Et évidemment, se pose là aussi la question des parents. Je suis désolée, mais on nous explique en permanence que les parents sont sans cesse dépassés. Eh bien, il y a des parents qui y arrivent. Et ils ne sont pas beaucoup mieux lotis que les autres, quand vous allez les voir. Ils ne sont pas mieux lotis que les autres. Les mères de famille qui appellent au secours, c'est les mêmes que les autres. Simplement, elles ont une ambition qui est un peu plus citoyenne, on va dire, probablement, pour leurs enfants. Ce serait bien qu'on arrive à faire la différence entre ces personnes-là. Quel est ce recul politique dont nous payons les conséquences justement aujourd'hui? Alors là, très rapidement, c'est extrêmement large. C'est pour ça que le chantier est extrêmement vaste. L'abandon de l'autorité, évidemment. Quand vous renoncez vous-même à imposer l'autorité, quand vous la détruisez vous-même, d'autres autorités s'y substituent. Parce que je parle du trafic de drogue. Là, en termes d'autorité, on est au max. C'est-à-dire que c'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. C'est la peur qui règne et ça n'est que ça. L'impuissance pénale, évidemment. Là encore, d'autres justices s'y substituent. Et ce sont des justices, il n'y a pas de contradictoire. Et il y a la peine de mort. Je rappelle à Louis Boyard s'il nous écoute. L'immigration continue, évidemment. Là, on parle de jeunes on arrive à la 4e ou 5e génération. Ils sont nés en France, ils sont administrativement français, il n'y a aucun doute là-dessus. Or, on est en train de se dire que le flux continue, alors qu'il n'y a même pas le début d'une insertion citoyenne. Je ne parle même pas du reste. Cette insertion de base n'existe pas et on se réfère à d'autres modèles, à des appartenances alternatives. Cette question, évidemment, est également présente dans les émeutes. La démission, évidemment, quand par souci de paix sociale, vous prenez le parti des émeutiers contre les personnes dont ils empoisonnent la vie tout le reste de l'année, c'est vraiment que vous avez totalement démissionné. Et l'affaiblissement considérable d'une école à qui on demande en dernier lieu d'être un rempart un peu alternatif à celui de la police, mais quand vous n'avez pas d'éducation de base, quand vous avez une violence hallucinante, que la langue française n'est pas maîtrisée et que vous avez une islamisation rampante dans ces quartiers, notamment à l'école, évidemment, elle ne peut plus faire son travail. Et vous ajoutez à tout ça la diabolisation de tous ceux qui expliquent ça calmement avec des arguments depuis des années. Et puis vous en arrivez à une situation qui est objectivement qui a l'air insoluble. Et c'est vraiment avec tristesse que je le dis, mais qui a l'air de plus en plus insoluble.